Bienvenue à TV Laval Nouvelles. Le beau temps arrive et c'est toujours un même plaisir de vous offrir toutes les nouvelles qui ont fait jaser et qui feront jaser, qui vont évidemment aussi avoir une conséquence dans vos vies dans les prochaines semaines dans la grande région de Laval. Tout d'abord, niveau nouvelle justement, le maire Marc Demers qui est intervenu auprès du président de la Fédération canadienne des municipalités, Raymond Louis, afin d'encourager la mobilisation du monde municipal envers les sinistrés de Fort McMurray. Évidemment, triste histoire, ce qui est arrivé à cette localité de l'Alberta. Et pour paraphraser le maire, il dit « Je souhaite que ce geste trouve écho auprès de tous mes collègues élus du Canada. » Il faut rappeler que la Ville de Laval a d'ailleurs répondu à l'appel de l'Union des municipalités du Québec. C'est ce que souligne le maire qui proposera au comité exécutif un don de 10 000 à la Croix-Rouge canadienne. Le maire Demers souhaite que les autres villes canadiennes emboîtent le pas et contribuent à leur tour à ce fonds d'urgence pour soutenir les sinistrés de Fort McMurray. Et pour sa part, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il doublerait les dons que les Canadiens verseront pour reconstruire cette ville du Nord albertain et les environs de cette région qui ont été ravagés par un immense incendie de forêt. Côté, toujours, évidemment, une nouvelle, plus près de nous, finalement, à Laval. Laval qui a dégagé un surplus en 2015. Oui, en effet, la Ville de Laval qui a rendu public le mercredi 4 mai dernier son rapport financier consolidé pour l'exercice financier 2015. Et la Ville de Laval qui a enregistré un surplus de 3,9 %. Ça se traduit par 30,6 millions de dollars. La Ville explique ces surplus par une hausse des revenus ainsi que des dépenses moins élevées que prévues, notamment avec des économies concernant la rémunération et les frais de financement qui se résument pour leur part à 2,9 millions de dollars et 8,7 millions de dollars. Et la Ville se dote depuis 2 ans d'outils pour instaurer une gestion rigoureuse des fonds publics. Elle vient d'ailleurs de mettre en place sa nouvelle politique de gestion contractuelle qui se veut un pas de plus vers la transparence, notamment dans les relations contractuelles. Récemment, le gouvernement du Québec a octroyé une subvention à la STL. TV Laval était sur place pour recueillir les informations. En voici d'ailleurs un compte-rendu. Mon nom est Daniel Boismenu. Je suis directeur des communications et du marketing à la Société de transport de Laval. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation pour l'annonce de la contribution financière du gouvernement du Québec au projet de mesures préférentielles pour bus, ce qu'on appelle communément dans le jargon du transport collectif les MPB. L'annonce d'aujourd'hui est significative pour le transport collectif et la mobilité durable à Laval. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Francine Charbonneau pour vous donner les détails de cette annonce. Je vous annonce aujourd'hui, au nom du gouvernement du Québec, l'octroi d'une aide financière totalisant près de 23,5 millions de dollars à la STL pour la réalisation de 8 projets financés 100% par le gouvernement du Québec qui fait l'implantation des mesures préférentielles pour bus sur le territoire qu'elle dessert. Premièrement, la STL bénéficie d'une aide financière de 3,2 millions pour l'installation d'un système de feu prioritaire aux autobus permettant la communication entre autobus et feux de circulation afin d'optimiser le temps de parcours. 17,4 millions de dollars sont également accordés pour la mise en œuvre de 6 projets distincts visant, entre autres, l'implantation de voies réservées aux autobus et l'aménagement de plusieurs intersections. Merci, Madame la ministre. La STL aimerait vous présenter une courte vidéo d'animation sur les divers aspects des mesures préférentielles par bus. Nous croyons que cette vidéo va vous permettre de bien saisir l'ampleur des travaux qui seront réalisés en coordination avec la Ville de Laval et la STL, ces travaux qui auront lieu là très prochainement. La Société de transport de Laval innove constamment afin d'améliorer la performance de son réseau. De concert avec la Ville de Laval, la STL dirigera d'importants travaux avec l'implantation de mesures préférentielles pour bus. Ces grands projets visent à bonifier et optimiser le réseau de transport actif à Laval. Entièrement financées par le ministère des Transports du Québec, ces mesures optimiseront le service de transport en commun en le rendant plus rapide, plus régulier et plus fiable, tout en réduisant les impacts environnementaux.
Tout d'abord, l'implantation de voies réservées réduira le temps de déplacement des autobus aux heures d'affluence. L'ajout de voies d'évitement et l'installation de feux chandelles donneront aux autobus un accès prioritaire et sécuritaire lorsque le feu passe au vert. Le déplacement de certains arrêts de l'amont vers l'aval de l'intersection permettra de réduire le temps d'attente des autobus en évitant un arrêt au feu vert. Et finalement, un système de feu prioritaire aux autobus sera installé sur la quasi-totalité du réseau. Cette importante mesure contribuera à faire de Laval un leader nord-américain en la matière. Ainsi, l'ensemble de notre flotte de véhicules et quelques 227 intersections seront munis d'équipements à la fine pointe de la technologie. À l'approche d'une intersection, les autobus qui accusent un retard émettront un signal qui facilitera leur passage en ajustant au besoin la durée du feu vert de quelques secondes. Les autobus transportant un plus grand nombre de clients bénéficieront d'une priorité sur les autres. Le plan de mesures préférentielles pour bus se décline sur 7 secteurs stratégiques. L'axe des Laurentides, le terminus Cartier, le terminus Le Carrefour, l'axe Curé-Labelle, les approches du pont La Chapelle, le boulevard Le Corbusier-Nord et le boulevard Le Corbusier-Sud. Les travaux prévus sur cette artère névralgique permettront de construire des voies centrales réservées aux autobus sur près d'1 kilomètre. Ce projet inclut également le remplacement des arrêts en bordure de rue par des stations centrales. En collaboration avec la STL, la Ville de Laval profitera de ces travaux pour synchroniser ses feux. Elle réalisera aussi un plan d'aménagement urbain qui prévoit des voies cyclables et un réaménagement des trottoirs et de la chaussée sur certains des axes touchés par le projet. L'Agence métropolitaine de transport effectuera également des travaux sur l'axe Notre-Dame et l'axe Concorde. Grâce à ces mesures, la Société de transport de Laval continue de développer son réseau et d'accroître la qualité des services offerts à ses clients, s'inscrivant ainsi parmi les chefs de file du transport collectif. Merci d'être présent et maintenant, aujourd'hui, on vous fait connaître un organisme et une cause qui n'est peut-être pas la plus connue et c'est toujours bon de le rappeler si jamais vous connaissez le parrainage civique. Et j'ai en ma compagnie le vice-président du parrainage civique de façon pan-québécois. Et c'est David Lavallée qui est là. Merci David d'être là. Ça fait plaisir vraiment d'être là avec vous. Merci beaucoup. Oui. On se connaît. Bien sûr. On pourrait se tutoyer si tu le veux bien, parce qu'on se connaît bien. On a tellement de choses à se dire. Ben, exactement. Et d'ailleurs, j'ai le goût de commencer, de préciser ce que c'est le parrainage civique, parce que c'est une cause encore qui est peut-être méconnue, puis pourtant, il y en a plusieurs au Québec. C'est vrai. Dans le regroupement comme tel, il y a au moins 16 organismes. Ça peut paraître petit, mais il faut dire qu'un organisme, c'est un territoire qui peut être très grand, ça peut être une région. Si on pense, par exemple, aux Basses-Laurentides, qui s'étend de Bois-des-Filions à Oka jusqu'à Saint-Sauveur, ça, c'est pour un seul bureau de parrainage civique. Alors, 16, c'est 16 territoires. Et là, donc, ça peut s'étendre, mais à Laval, il n'y en a pas encore. Pas encore. Il y en a déjà eu. Oui. Et ça, comment ça démarre un parrainage civique? Comment un organisme peut s'implanter dans une région? Est-ce que c'est des acteurs locaux qui peuvent se manifester et par la suite créer un organisme de façon locale? Parce que c'est vraiment la prise en charge du milieu par le milieu. Là, on est vraiment dans la philosophie du parrainage civique. On ne dépend pas des institutions, à moins d'avoir du financement, bien sûr, des institutions comme le gouvernement du Québec, ce qui est la large partie de financement des organismes actuellement. Parce que vous me demandez un peu la mission, c'est que le parrainage civique, les organismes de parrainage civique ont le mandat de recruter des parrains et des marraines. C'est qui ces gens-là? C'est des citoyens bénévoles, comme vous, comme moi, comme vous à la maison, qui décident de donner un peu de temps et de devenir un ami, un confident dans la vie de quelqu'un qui vit avec une déficience, qui est marginalisé par sa différence. Mais le type de clientèle, justement, on ouvre la brèche. Il y a 3 ou 4, je pense, si je ne me trompe pas, de gens qui peuvent recourir au service du parrainage civique? Oui, on pense à la déficience intellectuelle, qui est peut-être le premier grand groupe de... J'aime pas dire le mot clientèle, mais bon, ça capte bien. La déficience intellectuelle, la santé mentale aussi, la déficience physique, le handicap,
qui est très physique, que l'on voit. Donc, ce sont 3 grands groupes, mais dépendamment des régions. Si vous allez vers l'Abitibi, par exemple, on a ouvert des volets pour les personnes âgées qui vivent de l'isolement, qui ont besoin de quelqu'un. Donc, c'est pas marginalisé partout, c'est pas généralisé plutôt partout, mais c'est quand même des choses qui sont possibles. Ça vaut la peine de vérifier lorsqu'on s'intéresse au parrainage civique, d'appeler son parrainage civique régional pour voir quel type de clientèle elle dessert pour bien cibler ses besoins. Parce que c'est ce qu'on demande à nos parrains et marraines. Et justement, ces parrains et marraines-là, quels sont leurs rôles de façon concrète? Comment elles arrivent à apporter du bienfait dans la vie de gens qui en ont besoin chez vous? C'est par la grande et simplicité, la simplicité du quotidien. Je suis ton ami, tu es mon ami. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple. Et ce que l'on vise au parrainage civique, ce sont des jumelages à long terme. Donc, on connaît bien nos membres filleuls. Nos membres filleuls ont des critères à respecter pour être membres. Mais nos parrains, marraines aussi. Comme quoi, par exemple, dans les 2 cas? Bien, par exemple, on reçoit un bénévole. Par exemple, Alex, tu viens nous voir au parrainage civique et tu dis « Tiens, moi, je voudrais devenir parrain. » Alors, on veut bien savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, c'est quoi tes craintes, c'est quoi tes attentes. Tu arrives d'où, tu t'en vas où. On veut vraiment connaître tes champs d'intérêt pour créer un jumelage le plus proche possible de tes intérêts à toi et des intérêts de la personne filleule. On sait que tu es un gars qui est actif, qui aime les arts, qui aime les communications. Donc, on va trouver un filleul qui est volubile, qui aime la vie, qui est prêt, qui aime aller dans les trucs... spectacles, par exemple, la exactement. musique. Okay. Donc, vous allez partager ensemble des centres d'intérêt communs. Et c'est ça qui fait le secret d'une durabilité intéressante et que ce soit agréable, tout en respectant, et ça, c'est un concept important, ses limites. Oui. Puis d'ailleurs, si on pousse plus loin l'analyse, parce que cette clientèle-là aussi, les bienfaits que ça apporte aussi par la suite, tu sais, ça se valorise, j'imagine, deviennent beaucoup plus autonomes, j'ai l'impression, prennent confiance en eux par la suite avec un rôle d'un parrain ou d'une marraine. Oui, parce que là, on sort du cadre familial. Lorsque le filleul est dans son milieu familial, il y a quelqu'un en dehors de ce petit réseau-là qui connaît, qui s'intéresse à lui. Il y a un ami. Si, Alex, tu n'as pas le temps de voir ton filleul cette semaine, pour toutes sortes de raisons, tu l'appelles. Il y a quelqu'un qui prend soin de me prendre de mes nouvelles, qui s'intéresse à moi. Et là, il y a des apprentissages qui se font. Se véhiculer dans le transport en commun, ça peut être quelque chose qui s'apprend bien. Tout seul, on n'ose pas, hein? Ouais. Mais dès qu'on a un complice, un ami qui nous amène à nous dépasser et à passer la barrière du regard de l'autre, parce qu'on sait que le regard social, quand on n'est pas dans les grandes... classé dans le monde ordinaire. Et voilà. C'est difficile. Si on sort du volet normal, on est différent. Tout de suite, on est taxé, on est regardé, intimidation. La différence, ça dérange. Oui. Mais ce qu'on veut, c'est la ramener à la normalité. Parce que la personne qui vit avec une déficience intellectuelle ou un handicap, qui mange dans un restaurant, le vit très bien, cette différence-là, parce qu'on lui rappelle. Elle le remarque. Oui. Elle le remarque. Elle est vive d'esprit, elle remarque tout ça. Puis avec l'intimidation qu'il y a de nos jours aussi beaucoup dans notre monde, juste sur les réseaux sociaux, par exemple. Exact. Ça en est un exemple très concret. Alors, je pense que ça peut également les aider sur cet aspect-là. Puis je suis content qu'on en parle de l'intimidation parce que les membres filleuls en vivent aussi forcément. Pas tous, mais le parrain-marraine vient pallier, vient donner ce coup de pouce-là. Quand on parle de prise en charge du milieu par le milieu, c'est exactement ça. C'est la philosophie du parrainage civique. Et il n'y a plus beaucoup de temps, David Lavallée, donc je rappelle, vice-président de parrainage civique. Oui. Mais je trouve ça important de mentionner parce qu'on l'a dit en préambule, qu'une de vos manières pour financer, parce que vous êtes un organisme sans but lucratif. Et voilà. Et une des manières pour vous financer, oui, vous avez des subventions de la part du gouvernement du Québec, mais souvent c'est trop peu. Vous organisez des événements de charité, donc dans le fond, finalement, pour vous financer, pour être opérationnel à l'année. Oui. Mais les gens peuvent donner aussi à la maison, peuvent aussi aller avoir l'information sur votre organisme ou sur l'organisme qui est près de chez lui, de parrainage civique. Et ce qui est intéressant avec les technologies, le site Internet parrainmarraine.com, qui est sensiblement qui est la source d'information numéro 1 pour
le Québec, en fin de compte, pour voir quels sont les organismes de parrainage civique les plus près de chez vous. Si vous voulez les appuyer financièrement, vous pouvez le faire directement en allant voir lequel vous voulez, si vous êtes près de Laval. Telle région, oui, exactement. Voilà. Et Laval, bien évidemment, on souhaite, on souhaite de pouvoir ouvrir ce volet-là à Laval. Il y a probablement des gens qui nous écoutent et on est là pour ça. On va vous aider à ouvrir ce volet de parrainage civique sur l'île de Laval. Très, très bien. Et c'est parrainagemarraine.com. Parrainmarraine. Parrainmarraine, pardon. .com. Alors, parrainmarraine.com. Merci beaucoup, David Lavallée. Ça me fait plaisir. Vice-président. À la prochaine. Monsieur Lavallée. C'est comme ça qu'on va finir parce qu'on se connaît. Fidèle. Voilà. Fait divers maintenant, il y a de belles histoires qui se passent grâce à l'intervention citoyenne des gens qui ont la présence d'esprit et c'est le cas d'Alexandra Meunier et l'efficacité aussi de Sandra Lucier qui ont évité le pire quand elles ont empêché un individu armé de faire éruption dans la boutique TELUS du Rétec électronique qui a pignon sur rue boulevard des Laurentides. Parmi 5 clients, dont un bébé naissant, le mercredi 27 avril dernier, la journée s'annonce normale pour les 2 jeunes représentantes de 27 et 22 ans. Sandra échange avec une cliente derrière le comptoir de la caisse. Un couple et son bébé de 3 mois discutent dans un petit bureau à la porte ouverte et Alexandra répond aux questions d'un homme intéressé par les téléphones intelligents. Elle fait face à la large vitrine du commerce et je regardais vers le nord, raconte Alexandra, une jeune résidente de Sainte-Rose. J'ai vu quelqu'un rabattre une cagoule et traverser le stationnement en joguant. Il portait un chandail, pantalon et des gants noirs, une arme de poing dans la main. Premier réflexe, Alexandra crie 2 fois à sa collègue « Ouvre pas la porte, ouvre pas la porte ». Et heureusement pour les filles et la clientèle, cette entrée est magnétisée. J'ai levé la tête, continue Sandra, qui habite Mirabel. J'ai vu le gars s'en venir vers la porte, essayer 2 fois de l'ouvrir et j'ai appuyé sur notre bouton panique. Puis je me suis dirigé aussitôt vers mon bureau à l'arrière où se tiennent nos représentants. J'ai demandé automatiquement d'appeler le 911. Sandra sait aussi que les 2 autres divisions de Rétec électronique attenantes, donc à la boutique de détaillant exclusif TELUS, ne possèdent pas de porte magnétisée. Elle craint pour la sécurité de ses collègues. À l'intérieur, la jeune maman hausse le ton, paniquée. Elle claque la porte du petit bureau de vente, apostrophant son mari, curieux d'observer la fuite du suspect. Il aura cette réplique savoureuse. C'est un fusil de paintball. Je suis pas mal sûr. Les 2 autres clients, finalement, ont gardé leur calme. Et donc, le sommeil est agité. On rêve à ce qui serait arrivé s'il était entré et avait commencé à tirer et tuer du monde. Rapidement, une dizaine d'autopatrouilles sont arrivées sur place. 2 agents ont commencé à nous interroger. C'est ce qu'a ajouté l'une des 2 représentantes, Alexandra. C'était impressionnant de voir débarquer l'escouade tactique avec la mitraillette et un maître-chien. Ça a duré environ 1h30. On a fait notre déposition et on a recommencé à travailler par la suite. Et il y a 2 semaines, Yves Bastien, le copropriétaire de l'entreprise qui a contacté le 911, avait déjà prévenu son personnel qu'une boutique de Terrebonne venait de recevoir justement la visite d'un suspect armé. J'ai été là, agréablement surpris par l'initiative des filles. C'est ce qu'il a aussi affirmé. Leur attention a permis d'éviter une visite qui aurait pu être désagréable et sinon potentiellement dangereuse. Leur complicité a permis de protéger nos clients. C'est ce que toujours le patron a tenu à dire. Et Yves Bastien rappelle que les magasins de téléphones intelligents sont désormais l'équivalent des bijouteries des années 70 et même 80 pour les cambrioleurs. Le marché noir, facilité par Internet, est florissant, selon ses dires. Alors, beau dénouement dans cette histoire. On recherche maintenant, d'ailleurs, s'étant présenté la veille dans des vêtements différents, un individu d'environ 20 ans est suspecté d'avoir volé un ordinateur MacBook Pro d'une valeur de 1 500 $. Au magasin, le 19 février vers 19h10, l'homme s'est présenté au commerce. Il a discuté avec le vendeur afin de faire l'achat d'un ordinateur. Et quand le vendeur a déposé l'appareil sur le comptoir pour conclure la vente, le suspect a saisi le MacBook Pro,
avant de prendre la fuite en courant et a quitté le commerce. Ce vingtenaire est un homme parlant français avec un accent québécois. Il mesure plus ou moins 5 pieds 8 pouces, soit 1,73 m et pèse autour de 68 kg. Il a le teint foncé, la peau basanée et les cheveux rasés, en plus de porter une barbe de quelques jours. Au moment de son délit, le suspect portait une casquette, un chandail avec capuchon de couleur foncée style Under Armour, ainsi que des souliers blancs ressemblant à la marque Converse. Évidemment, on veut retrouver ce fugitif et toute information concernant ce dossier sera traitée confidentiellement via la ligne information suivante, soit au 450-662-4636 ou le 911 tout simplement. Vous pouvez mentionner donc le dossier, le LVL-16002, le LVL 1602-19-070. Secteur Laval-Ouest maintenant, en remplissant sa scie à chaîne d'essence, un citoyen de la 50e avenue qui a malheureusement provoqué un incendie qui a ravagé son cabanon avant de se propager au garage de sa résidence et toucher une maison attenante. Étant à mobilité réduite, le résident a heureusement réussi à échapper au feu, brûlé aux jambes, bras et bas du dos parce qu'il avait de l'essence sur son pantalon. Il a été transporté au centre hospitalier pour recevoir les soins nécessaires. L'incident s'est passé le 28 avril dernier. L'appel au 911 qui a été fait vers la fin de l'avant-midi à 11h53 et les pompiers sont arrivés tout juste 5 minutes plus tard devant le 76-70 sur la 50e avenue, près de la rue Troya. Après avoir constaté l'avancée des flammes et de la fumée en provenance d'un cabanon, les pompiers sur place ont finalement contrôlé l'incendie quelques minutes plus tard. Le cabanon est une perte totale. Les dommages sont évalués quand même à 40 000 $ pour le bâtiment et 10 000 $ pour son contenu, puisque le garage abritait bateaux, autos et matériel de piscine également. Triste histoire, celle-là, assez dégoûtante. Viol d'une adolescente de 15 ans après avoir multiplié les démarches d'enquête pour tenter de localiser un présumé agresseur sexuel. Les policiers de Laval qui demandent maintenant l'aide du public pour les aider à retrouver la trace de Robert Cruz Hidalgo, donc de 44 ans, qui est recherché en lien avec le viol d'une adolescente. Le délit, le crime, se serait commis en septembre 2011 sur le territoire lavallois. À l'époque, la victime présumée était sur place. Donc, selon les autorités, le suspect aurait été vu pour la dernière fois en 2013, mais semble s'être évanoui dans la nature depuis. On ne sait pas où il se trouve. Peut-être que quelqu'un saurait où il se trouve justement et qui pourrait le reconnaître et pourrait nous aider à le retracer. C'est ce qu'a dit l'agent Franco Di Genova, porte-parole de la police de Laval. Alors, on souhaite bien sûr de retrouver ce fameux criminel. Transport maintenant, les boulevards Le Corbusier et Curie-Labelle ainsi que l'avenue Marcel-Villeneuve figurent parmi les pires routes de Laval dans le palmarès des régions. La constatation qui ressort de la deuxième campagne des pires routes réalisée par CAA Québec durant 4 semaines. Et au total, 14 000 votes ont été enregistrés en province. Celles de l'île Jésus n'apparaissent donc toutefois pas dans le classement des 10 pires routes du Québec, toutes régions confondues. Le boulevard Le Corbusier ne devrait toutefois plus apparaître dans le classement l'an prochain puisque des travaux de réfection sont prévus de mai à novembre sur une grande portion de l'artère, notamment face au centre Laval. Des pancartes ont d'ailleurs été installées avisant les automobilistes du projet à venir. Et même scénario du côté du boulevard Curie-Labelle où les ouvriers vont s'affairer à la hauteur de l'autoroute 440 et des boulevards Saint-Éliséard et du Souvenir. Cependant, rien n'est sur la table de travail en 2016 en ce qui concerne l'avenue Marcel-Villeneuve à Saint-François, mais on veut évidemment enrayer ce saut qu'on leur décerne de pires villes, de pires routes dans les villes, les régions du Québec. Entrevue maintenant avec le maire Marc Demers en direct du bureau du maire avec Éric Rémy, donc on lui laisse la parole. On apprenait le 29 avril dernier que le système de radio de la police de Laval a connu des ratés depuis le début de l'année. À 2 reprises, les policiers ont été plongés dans un inquiétant silence radio. Et il y a même la centrale d'appel d'urgence de Laval qui a eu des problèmes. La Fraternité des policiers de Laval a déposé ou déposera une plainte, dit-on, le 3 mai, au moment où on a donc eu cette nouvelle-là.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette nouvelle-là, M. Lebert? Bon, écoutez, c'est un nouveau système. Laval n'est pas tout seul. Il y a plusieurs grandes villes qui adoptent ce système-là et nous étions obligés de changer, de moderniser le système et aussi le CRTC qui émet des permis. Pour des fréquences? C'est ça, Oui. a annulé certaines fréquences, donc le changement était obligatoire. Ceci étant dit, oui, il y a eu certains petits problèmes, mais qui ne mettent pas en péril la sécurité des citoyens. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, la Fraternité des policiers est en moyen de pression, en négociation. Ils ont des inquiétudes concernant leur convention collective et les projets de loi que le gouvernement qui s'en vient avec. Alors, tout ça crée un climat qui a peut-être amplifié de beaucoup cette nouvelle-là. Sinon, les citoyens et citoyennes n'ont rien à craindre en ce moment? Non, absolument pas. Vous pouvez les rassurer là-dessus. Effectivement. OK. 3 mai dernier, lors de la séance justement du 3 mai, il y a le comité exécutif de la Ville de Laval au conseil municipal qui a adopté une nouvelle politique de gestion contractuelle. Celle-ci permet d'exclure du processus d'adjudication des contrats des personnes faisant l'objet de procédures judiciaires intentées par la Ville dans le cadre de la loi visant principalement à la récupération des sommes payées injustement à la suite des fraudes ou de manœuvres dolosiers dans le cadre des contrats publics. On s'en est déjà jasé, vous et moi. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est bien encadrer le processus d'obtention de contrats pour, justement, ne pas se retrouver avec des joueurs qui, dans le temps, ont mal joué. C'est un peu ça? Effectivement, mais c'est aussi d'inciter les compagnies ou les personnes qui ont participé à ces manœuvres dolosives-là de participer au projet de loi sur la récupération des sommes qui ont été détournées ou volées des citoyens. Alors, le projet de loi dit qu'il faut s'inscrire, ceci avant la fin du mois d'octobre 2016, et de négocier de bonne foi pour rembourser les sommes qui ont été volées ou tout au moins une partie. C'est un peu comme... j'essaie de voir un peu, monsieur le maire, c'est-tu comme... Je dois de l'argent à l'impôt, je peux pas tous les payer, mais je dois prendre une entente avec eux. C'est-tu ça? C'est un petit peu dans le même style. C'est une loi spéciale que le gouvernement du Québec a faite. Et nous, dans notre stratégie, on leur dit, bien, écoutez, si vous n'êtes pas inscrits en date du 31 octobre 2016, on va demander la permission au ministre de vous poursuivre. Si on vous poursuit, vous n'aurez plus accès à soumissionner. Et il faut rappeler que c'est une base de 3 ans. Ville de Laval donne pour environ 1 milliard de dollars en contrat. Alors, s'ils veulent avoir accès à cet argent-là, il faut qu'ils se mettent en règle. Alors, soit s'inscrire, premièrement, s'inscrire au programme. Deuxièmement, arriver avec une négociation finale. Sauf que moi, je suis pas sûr que je voudrais faire affaire avec une compagnie qui a déjà été reconnue coupable. Là, ils n'ont pas été reconnus coupables de rien. S'ils sont reconnus coupables, automatiquement, ils seront exclus. OK. OK? Mais il y a deux choses. Soit reconnus coupables sont exclus, ou soit faire l'objet d'une poursuite au civil de la part de la Ville. Ils seront exclus. OK. Alors, pour éviter les poursuites de la part de la Ville, il faut qu'ils s'inscrivent au programme et qu'ils arrivent avec un règlement. Donc, ils ont tout avantage à trouver... À participer à ça. OK. Et évidemment, notre objectif, c'est pas un objectif de vengeance, c'est un objectif de récupérer les sommes d'argent qui ont été détournées. C'est sûr que si on fait mourir la compagnie, bien, écoutez, on ne récupérera rien. Ouais. Alors, notre objectif, c'est de récupérer les sommes d'argent qui ont été volées ou détournées des poches des contribuables. Bon, 2 ans après son embauche, Maître Patrice Guay quitte la direction du service des affaires juridiques de Laval pour la Ville de Montréal, où il occupera le poste de chef avocat. Parmi ses priorités avec votre administration, il était dans la pratique, si on veut, de briser les pratiques du passé, d'élever Laval au rang de modèle de transparence et d'intégrité. C'est important, la direction des affaires juridiques de Laval. C'est un joueur clé qui s'en va, là. Il s'en va dans une autre équipe. Là. C'est une très grosse perte pour nous. Nous avions recruté Patrice, qui a une renommée, puis, écoutez, un professionnaliste. C'est une très grosse perte. Et son départ, je dois dire, le déchire beaucoup. Sauf qu'il y a une opportunité sur un plan carrière. Alors, la logique lui dit d'accepter, mais son cœur, une partie de son cœur qui est toujours à Laval. Et je comprends sa décision.
mais on convient tous, c'est une grosse perte, Ville de Laval. On remplace ça comment, Patrice Guy? Écoutez, nous sommes en processus. Il y a des moyens de mise de l'avant par des chasseurs de tête, une firme spécialisée, et on est déjà en mouvement là-dessus. Et Patrice nous a assuré qu'il demeurait toujours disponible pour assurer le bon suivi de tous les dossiers qu'il a entamés. De toute façon, ce qu'il a fait pendant 2 ans reste déjà. Oui, effectivement. OK. Effectivement. Société maintenant, très bonne nouvelle, un sommelier de renom joint les rangs de l'École hôtelière de Laval. Alain Bélanger enseignera dans les mois de septembre au programme Sommellerie de l'École hôtelière de Laval. M. Bélanger est une sommité dans le domaine de la sommellerie, se démarquant dans de nombreux concours dans le monde, au Canada, mais même au Québec. Il a notamment remporté le bronze en 2000 comme meilleur sommelier du monde. Chroniqueur vin et spiritueux pour l'émission télévisée, Ricardo durant 4 saisons, conférencier, formateur, consultant en vinification, sommelier, consultant et fondateur et directeur général de sa propre agence. M. Bélanger partage maintenant ses connaissances dès l'automne prochain, donc avec ses élèves. M. Bélanger enseignera une vingtaine de passionnés de vin, de bonne bouffe du lundi au mercredi. Ce cours de 450 heures permettra aux élèves de bien servir les clients, surtout de bien les écouter. Selon le nouvel enseignant, les qualités requises pour devenir un bon sommelier sont avant tout d'avoir de bonnes aptitudes de dégustation, la connaissance du vin, de la nourriture et des spiritueux. Il faut avoir une très bonne mémoire, faire preuve aussi de débrouillardise pour pouvoir agencer différents types de vins avec différents types de plats, bien sûr. De beaux honneurs qui ont été octroyés tout récemment dans le cadre du Gala des prix OSIA 2016. Félicitations aux bénévoles et organismes. C'est vraiment le cas de le dire. C'est la Ville de Laval qui félicitait ces gens qui s'impliquent dans des organismes à titre de bénévoles également, qui étaient en lice lors de ce 32e Gala des prix OSIA, organisé par la Ville en partenariat avec les Caisses des Jardins de Laval. La soirée de reconnaissance officielle des bénévoles s'est déroulée le 4 mai dernier à la salle André-Mathieu. Riche en émotions, l'événement qui a permis de souligner publiquement la part inestimable de personnes qui ont donné de leur temps en faisant du bénévolat tout au long de la dernière année. Et c'est sous la présidence d'honneur de M. Marc Demers, maire de Laval, et de Stéphane Corbeil, président de la Caisse des Jardins du Nord de Laval et du Conseil régional Caisse des Jardins Laval-Laurentide, qu'a eu lieu cette soirée durant laquelle 30 prix ont été remis. Chaque lauréat a reçu un prix OSIA. C'est donc une œuvre en argile fabriquée à la main par les artistes lavallois Serge Roy et Grégory Schleiber. Le gala qui a été animé avec brio par France Baudouin, animatrice bien connue qui agissait à titre de maître de cérémonie. Le chanteur Sylvain Cossette a pour sa part offert une généreuse performance pour le plus grand bonheur du public qui était présent donc le 4 mai dernier. Des policiers qui sont dans tous les McDonald's, c'est plus de 40 policiers des différents postes de quartier lavallois qui ont pris part à la campagne du Grand McDon d'un bout à l'autre de l'île Jésus le 4 mai. Les policiers qui ont profité de leur heure de lunch ou de leur temps de congé pour donner un coup de main en servant les Big Mac, joyeux festins et aussi café pour lesquels, à chacun de ces items vendus, McDonald's remettait la somme de 1 $ à des organismes de bienfaisance et autres œuvres caritatives. Et depuis une dizaine d'années, les agents et lieutenants du service de police de Laval, qui sont fidèles au rendez-vous de cette opération de générosité, qui vient en aide aux enfants et familles de la communauté participantes, et de nombreux pompiers aussi ont participé et apporté de l'ambiance à cette édition qui vient tout juste de passer du Grand McDon dans chacun des 8 restaurants du territoire lavallois. Maintenant, encore une fois, cette année, la Fête nationale des Québécois à Laval sera célébrée, organisée à l'occasion du 24 juin prochain. 2 tours pour cyclistes et amateurs de patins à roues alignées qui s'adressent à l'ensemble de la population. À 9h30, un tour de 51 km, accessible à tous les amateurs de vélo, qui sillonnera surtout l'est de Laval, dans un décor qui sera champêtre avec les couleurs. On les aura à un moment donné. Et à 10h, un tour familial de 11 km au départ du centre de la nature qui va emprunter plusieurs belles artères, plusieurs beaux artères cyclables des environs. Et aussi, le départ se fera au stationnement P5 du centre de la nature. Vous pouvez profiter de cette occasion pour faire du plein air dans un contexte évidemment qui
qui sera agréable, festif et une équipe de bénévoles chevronnés qui va assurer un encadrement très sécuritaire pour toute la famille. Nombreux prix de présence à la fin des randonnées. Les cyclistes amateurs et patins aussi à roues alignées pourront finalement profiter d'un dîner à la fin de la randonnée dans le contexte d'une grande tablée qui va se tenir à notre magnifique centre de la nature. Inscription obligatoire toutefois sur le site web sur le www.fnqlaval.québec sous l'onglet Inscription pour les tours cyclisme. Et finalement, tout sera dévoilé. Ça sera très précis sur le site web. Avec le beau temps, les rénovations vont aussi aller de pair et dès le mois prochain, la Ville de Laval qui n'exigera plus de permis pour les travaux de moins de 5 000 $ exempts de normes de sécurité incendie, de construction ou d'implantation. Présentement, tout projet de rénovation et de réparation à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment dont la valeur excède 500 $ nécessite un permis de construction-amélioration. Adopté au conseil municipal la semaine dernière, le nouveau règlement va simplifier les démarches pour l'exécution d'un travaux mineur, désengorgeant d'autant le service de l'urbanisme et du coup, la délivrance des permis de construction et d'autres certificats d'autorisation pour les travaux de plus grande envergure, finalement, s'en trouvera grandement accéléré, ce qui va sans doute plaire à coup sûr aux promoteurs et constructeurs qui pestaient contre les délais observés dans le traitement de leurs demandes. La présente exemption s'applique uniquement aux travaux et ouvrages inférieurs à 5 000 $ réalisés sur un bâtiment d'habitation de 1 à 3 logements, d'une maison mobile et le terrain occupé. Et cela dit, il existe certaines exceptions, notamment les travaux pour lesquels des normes de sécurité incendie, de construction ou d'implantation s'appliquent. Dans ces cas, l'obtention d'un permis de construction-amélioration demeure obligatoire avant d'entreprendre différents travaux. Donc, alors évidemment, à vous de bien vous enquérir de l'information et d'où l'importance de s'informer. La Ville est toujours là pour répondre à vos différentes questions et de vérifier si votre projet donc est assujetti ou pas à la délivrance d'un permis au coût de 50 $. Et évidemment, on vous tiendra au courant concernant les prochaines nouvelles dans ce dossier. Excellente nouvelle pour les gens de la Centrale des artistes de Laval qui ont procédé récemment au lancement de la salle Espace éphémère. TV Laval était sur place. Voici un aperçu. J'ai l'immense plaisir de débuter un nouveau chapitre. En votre compagnie, vous présenter un projet auquel on rêve depuis longtemps. Je suis vraiment très émue, honnêtement, et j'ai voir quelqu'un pleurer parce que je viens de lui dire qu'elle a réalisé notre rêve, mais qui est devenu un peu plus tôt réalité que prévu, mais très contente de vous le présenter ce soir. Un endroit spécialement conçu pour réinventer le commerce au détail, en plus d'offrir une vitrine de choix au milieu de la culture et de l'événementiel. Pour vous présenter la genèse et les intentions derrière un tel projet, une entreprise lavalloise impliquée qui a à cœur l'innovation, les arts, le divertissement. J'invite Mme Karine Rodrigue, directrice marketing de Centropolis, à prendre la parole. Donc, bonsoir, bienvenue. Donc, Centropolis est fier aujourd'hui de lancer l'espace éphémère. Un nouveau local de plus de 2500 pieds carrés, disponible en location court terme et modulable en fonction des besoins de chacun. Cet espace a été créé afin de répondre à un besoin observé sur le territoire lavallois et à une nouvelle tendance dans le milieu du commerce de détail. Cet espace auparavant vacant a été aménagé afin d'accueillir des événements ponctuels et des commerces plus nomades, tels que des boutiques éphémères, des pop-up stores, des galeries temporaires et des collectifs d'artistes. C'est un espace idéal pour des jeunes entrepreneurs qui désirent tester un nouveau produit, un nouveau concept ou tout simplement un nouveau marché à moindre coût. De plus, tout le mobilier que vous
dans l'espace éphémère sera à la disposition de ceux qui prendront l'espace. Ce mobilier a été conçu avec un souci d'éco-responsabilité, tout comme l'ensemble du projet, car le mobilier a été fait à partir d'éléments abandonnés et récupérés. Notre collaboration avec la Centrale des artistes était tout à fait naturelle dans l'élaboration de ce projet. Partenaire depuis de nombreuses années, la Centrale des artistes est derrière notre programmation musicale à la place centrale, nos terrasses animées, nos événements, nos animations. Donc, elle était donc le promoteur idéal. Ce projet confirme donc encore une fois notre vocation de lieu rassembleur, innovant et accessible. Il est important pour la Centrale de rapprocher le milieu des arts et des affaires et l'inviter à s'impliquer, comprendre, devenir un levier pour le milieu culturel tout en permettant aux artistes d'inculquer et d'entrer dans une culture d'entreprise, même de l'influencer. L'espace éphémère est un endroit temporel où chaque partenaire pourra lui donner l'ambiance et l'esprit recherché pour rendre son événement unique. Le lieu a été réfléchi afin de pouvoir accueillir, par exemple, une soirée privée, un lancement, une exposition, une conférence, des activités de team building et bien plus encore. Les formats seront variables, des demi-journées à la semaine, au mois. Les formats sont variables depuis aussi pour un mois où les prix seront modulables et compétitifs en fonction du type d'événement et de sa durée. Il y aura plusieurs avantages à planifier votre événement au cœur d'un centre qui jouit d'une réputation hors pair et qui accueille plus de 7,6 millions par année de visiteurs par année. Le rôle de la Centrale des artistes sera de vous accompagner à toutes les étapes de planification, en plus d'offrir plusieurs autres services complémentaires, autant pour du personnel que dans le choix d'artistes qui pourront contribuer au succès de vos projets, vos idées. À travers un tel lieu, la Centrale se dote d'un outil exceptionnel pour impliquer la relève artistique et les travailleurs culturels et profiter d'expériences professionnelles dans le développement de leur carrière artistique. L'espace éphémère est une autre opportunité de dynamiser la région de Laval qui est en plein essor. Je vous invite à parler d'une telle initiative pour qu'elle devienne une fierté locale et voire même un incontournable dans la grande région métropolitaine. On parle de culture maintenant. La danse, évidemment, c'est une forme d'expression d'art qu'on savoure beaucoup ici et qu'on apprécie à Laval. Et la preuve, entre autres, c'est qu'on a souligné récemment les 15 ans à saveur irlandaise pour Zogma, cette troupe lavalloise de danse percussive qui a souligné ses 15 ans d'existence le 2 mai à la Maison des Arts en compagnie de 4 artistes irlandais participant à Socalo Remix, sa nouvelle production élaborée en 2015 lors d'une tournée en Irlande. Ce spectacle entremêle une musique jouée en direct avec des instruments de tradition celtique, le violon, la harpe et le concertina, et des chorégraphies qui sont fidèles au style unique de Zogma, une fusion entre le folklore et aussi le moderne. Et ce Socalo Remix est inspiré d'un spectacle de 2012 qui a été bonifié. Il s'agit de la première coproduction avec des artistes d'outre-mer pour la troupe qui s'est produite au Niger, en Corée du Sud, en France. Et ça, c'est sans compter le tour des villes canadiennes et américaines. Le spectacle se promènera au Québec jusqu'au 14 mai avant de partir pour les États-Unis et les Maritimes. La trentaine de représentations qui sont échelonnées à travers d'autres projets sur 3 ans culminera en une seconde tournée irlandaise en mars 2017.
Et les racines lavalloises sont profondes chez Zogma, qui a été fondé en 2001. 3 des cofondateurs, Mario Boucher, Dominique Desrochers et Frédéric Annie Robitaille, se sont connus au début des années 1990 au sein de la troupe Les Pieds Légers. Alors, bon 15 ans pour cette troupe de chez nous qui fait notre fierté du nom de Zogma. Ça a commencé à verdir, les bourgeons aussi à sortir des arbres. Et en ce sens, bien évidemment, grand plaisir au cours des prochaines semaines de pouvoir présenter une chronique pour vous aider dans les différents aspects de votre jardin et de votre aménagement paysager avec Louise Arcan, qui est notre chroniqueuse pour la chronique Jardin en nous. Aujourd'hui, dans notre chronique horticole, on parle de plantes tropicales. Et pour en parler avec moi, j'accueille mon amie Marie-Josée Benoît. Bonjour, Marie. Bonjour, Louise. Alors, les plantes tropicales sont de plus en plus populaires dans nos patios extérieurs pour aménager, donner un petit air de vacances dans nos jardins. D'exotisme, il y a plein de variétés maintenant, vraiment spectaculaires. Il y a des incontournables, puis il y a des nouveautés. Dans les incontournables, on parle du fameux hibiscus. L'hibiscus, mais avec des cultivars de plus en plus spéciaux. Là. Il y a vraiment des fleurs magnifiques. Magnifique, oui. Il ne faut pas oublier que l'hibiscus, par contre, la fleur dure seulement 36 heures. Oui. Alors, elle va faire toujours d'autres boutons floraux. Il faut la nettoyer, il faut enlever les... Et mettre de l'engrais. Oui, surtout. Et au soleil. L'hibiscus, c'est important, c'est plein soleil. S'il n'est pas au soleil, justement, ça va faire qu'il va moins fleurir. Il va Alors, c'est très il va moins fleurir, oui. Et dans mes coups de cœur, on ne peut pas parler du Splendénia. Moi, qui est vraiment un coup de cœur de plus en plus populaire dans les patios québécois. C'est vraiment une variété très florifère qui tolère la sécheresse et qui peut être très cascade ou grimpante. Oui. Alors, on pourrait y mettre un treillis et la faire grimper ou la laisser retomber, qui peut atteindre facilement un 3-4 pieds de cascade. Ah oui, oui, facilement. Et on retrouve plusieurs couleurs. Il y a le rouge, le blanc, le rose. Et on peut le mélanger là, avec des annuelles, bien entendu, pour augmenter l'effet spectaculaire. Oui. Aussi, dans les plantes tropicales, écoutez, le choix est très large. On peut aller dans des grosses plantes. On a ici un oiseau du paradis qu'on appelle l'oiseau blanc, qui fleurit seulement aux 7 ans. Alors, on ne va pas l'acheter pour la fleur. Il faut vraiment l'acheter pour le feuillage. Et qui tolère quand même vraiment le soleil. Oui. Parce que les plantes tropicales, ce ne sont pas tous les plantes tropicales qu'on peut mettre au soleil. Non. Alors, celle-ci, sur le bord d'un pinceau, qui résiste quand même très bien au vent également, peut être vraiment un choix spectaculaire. Oui, et il y a aussi le bananier, le Musa, Morelli, qui est un petit peu plus fragile, par contre, au vent. Lui, au vent, oui, il peut déchirer. D'accord, sauf qu'il y a une couleur qui est plus bourgogne, plus spectaculaire. Et il y a aussi les yuccas, de plus en plus utilisés dans le centre de nos pots. Oui, en tropical, elle est parfaite. Elle peut être négligée un peu, même s'il manque d'eau, aucun problème. Elle va être capable de le tolérer. Exactement, elle va prendre ses propres réserves dans son tronc, puis elle peut facilement résister à 2 semaines sans eau à l'extérieur. Et c'est très beau, c'est très moderne dans un pot carré. Là, ça donne un effet très urbain, très, très, très joli. Aussi, je vois ici qu'on a des broméliades. Alors, les broméliades... Bromélias, oui. Oui, les broméliades, souvent, les clients me demandent qu'est-ce que je fais après la floraison avec un broméliade? Quand la bromélia finit de fleurir, généralement, je dis bien généralement, pas mal souvent, il fait des bébés tout le tour. Et c'est les bébés qui vont prendre la relève. Ce qui est important, c'est couper la tige de l'ambre florale. Ensuite, quand les bébés sont assez grands, on peut les détacher du plan mère, les replanter individuellement. Puis ça prend 1 an pour que les bébés soient capables de refleurir. Puis il y a un truc pour les faire refleurir 1 an plus tard, on les met dans un sac de plastique avec un quartier de pomme. C'est l'éthylène de la pomme qui va forcer la floraison, qui va... c'est génial. Oui, c'est vraiment le fun. Et le c'est une belle expérience. C'est ça, c'est mieux de le garder en pot qu'en terre. Oui, c'est très important. Tout à fait, oui. C'est fait pour les pots. Parfait. Et aussi, une chose qu'il ne faut pas oublier avec nos plantes tropicales, c'est d'utiliser la bonne terre. Ça prend absolument un terreau pour tropical. Vu qu'on les sort à l'extérieur l'été et qu'on doit les rentrer, on ne veut pas avoir un terreau qui contient du compost et qui nous attirait de la petite mouche de terreau, justement. Exactement. Fait que aller dans les jardineries, puis vraiment, ça va être marqué pour plantes d'intérieur. Alors, c'est le pour terreau plantes tropicales. Pour plantes tropicales qu'on va utiliser pour empotter
nos belles plantes tropicales. Aussi, on a sur le marché maintenant plusieurs plantes qu'on peut utiliser pour remplacer notre fameux Dracena. Oui. On met dans le milieu, là, on peut user notre imagination, on peut utiliser les belles plantes tropicales justement pour remplacer le Dracena puis mettre un effet moderne dans nos pots. Alors, j'ai ici la belle cordyline qui est une couleur Il y en a fantastique. maintenant des panachés aussi rouges, panachés roses. Les colocacia, les spirus, c'est vraiment un effet spectaculaire dans le centre de nos pots. Et il y a aussi les palmiers qu'on peut utiliser, et j'ai un beau phonix à côté ici, qu'on peut utiliser au soleil, parce que souvent, les palmiers vont être utilisés plus pour l'ombre. Ils n'aiment pas le soleil, oui. Exactement. Et souvent, les clients vont acheter des palmiers, vont le mettre à l'extérieur, vont dire « Madame, il est tout brûlé », parce que les palmiers, ça a besoin pas de plein soleil, et surtout, jamais arroser nos tropicales au soleil. Ah, sûr, non, c'est sûr. Ça, c'est très important. Ça les aide à brûler, ça. Ça fait des loupes. Oui, c'est ça, exactement. Et aussi plein de beaux petits feuillages qu'on peut utiliser en accompagnement. J'ai ici un super bégonia rex qui est vraiment de plus en plus populaire. Les jurassiques, ça vient vraiment des beaux plants. Ça aussi, idéal pour l'ombre. C'est tellement beau. Moi, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Et aussi, il y a tous les coléus. Les coléus. Le feuillage est de plus en plus populaire. Là, on va voir des arrangements seulement avec des feuillages colorés. Et c'est vraiment spectaculaire comme feuillage. Ça fait vraiment un bel effet. C'est très facile d'entretien, les feuillages aussi. Il ne faut pas oublier, ça grossit vraiment beaucoup. Il ne faut pas trop en mettre non plus, parce qu'un pot comme ça, il faut penser qu'un colis comme ça va venir au moins 4 fois cette grosseur-là. Et plus. Facilement et plus. On pourrait facilement en mettre seulement 3 dans un gros pot comme ça, puis ça comblerait le pot au complet. Aussi, je vois qu'il y a des belles petites fougères qu'on peut utiliser, des gardénias. L'asparagus. Des gardénias qui est une plante vraiment très odorante. Parfumée, une belle fleur. Blanche. Ressemble à une rose un peu, mais le parfum est loin d'être celui de la rose. C'est vraiment spectaculaire comme aussi les jasmins qui sont très odorants. Et aussi, à l'extérieur, il y a souvent beaucoup de vent. Alors, l'odeur nous vient facilement avec le vent. Sur une terrasse, c'est parfait, oui. C'est magnifique. Et j'ai ici une plante que je trouve particulièrement jolie. L'asparagus queue de renard. Queue de renard. Ça pousse très, très, très lentement. C'est pourquoi souvent, ils vont dire que c'est un petit peu plus dispendieux que l'asparagus commun, parce que c'est très long. C'est très long à venir gros, mais les tiges, dans une été, viennent très hautes. Oui, exactement. Spectaculaire. C'est super beau dans un pot carré. Là, ça donne vraiment un effet moderne. Qui est vraiment un effet. Alors, les plantes tropicales, il y en a beaucoup sur le marché. Oui. L'important, c'est de bien se renseigner où ils vont, parce qu'il y en a qui vont être faits pour le soleil. Au bon endroit. Oui. Au bon endroit. Aller dans des jardineries qui vont pouvoir vous conseiller pour vous donner les bons soins. Ne jamais les arroser au soleil. Bien les fertiliser également. Très important, oui. Le fertilisant, on peut choisir un fertilisant qui est granulaire ou soluble. Ça, c'est ce qu'on aime le plus parce que c'est moins d'entretien. On est paresseux, on met ça dans notre terre et ça dure 6 semaines. Alors, on n'a pas besoin d'en remettre pendant l'été. C'est vraiment spectaculaire. Aussi, sur le marché, ce que les fleuristes utilisent beaucoup, c'est un lustrant. Des fois, quand nos plantes... Le feuillage est taché, là. Sauf qu'il faut faire attention, on ne peut pas l'utiliser ni au soleil et pas sur tous les plantes. Parce que si les parts des plantes sont sur le dessus, ça risquerait de le bloquer. Oui. Mais sauf que comme les yuccas, c'est spectaculaire d'utiliser un lustrant. Si on reçoit de la visite, là, on y met un petit lustrant et ça fait le travail. Alors, Marie, merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors, c'est de venir... Bon jardinage et d'utiliser les tropiques dans votre jardin avec un petit cocktail pour l'été. Bon été! Sport, grosse fierté pour les gens des environs de Laval. David Lemieux qui l'a emporté par KO technique au 4e round d'un affrontement pour le titre de la NABO. Finalement, c'est la North American Boxing Organization des poids moyens samedi soir à Las Vegas en prenant la mesure de l'Américain Glenn Tapia, le boxeur de Chemédé et ancien champion mondial de l'IBF, renoué avec la victoire. Lui qui avait perdu sa ceinture l'automne dernier aux mains du tenant du titre de la WBA, Gennady Golovkin, dans un combat d'unification des ceintures. Reconnu pour sa force de frappe, Lemieux, 27 ans, a expédié son rival au plancher dans la première minute du 4e assaut, forçant ses hommes de coin à lancer la serviette. Il s'agissait pour Lemieux d'une 35e victoire et 38 combats, dont une 32e avant la limite. La veille de sa victoire décisive,
David Lemieux avait respecté la limite de poids de ce combat de championnat nord-américain chez les 160 livres. On se rappellera que le 12 mars, Montréal, le duel qu'il devait livrer à James de la Rosa avait été annulé à la suite de la pesée officielle. Le pugiliste lavallois avait excédé le poids réglementaire fixe, alors à 163 livres. Alors, bonne nouvelle dans son cas, et on va continuer de suivre le périple de ce Lavallois d'origine. Baseball, les dirigeants de la Ligue de baseball junior élite du Québec ont officiellement lancé les festivités entourant déjà leur 70e saison le 4 mai, en conviant tour à tour les membres de la presse à Québec, Trois-Rivières et Laval. Dans le cadre de cet anniversaire, la LBJEQ honorera les joueurs qui ont évolué dans les ligues majeures. Elle a rendu hommage au receveur des Blue Jays de Toronto, Russell Martin, ce dernier qui a reçu en marge des 2 rencontres préparatoires disputées à Montréal en avril une lithographie commémorative pour souligner son parcours sportif entre le baseball junior au Québec et le baseball majeur. Martin qui a porté les couleurs des Cardinals de LaSalle et des élites de Montréal entre 1999 et 2001 avait cumulé à l'époque une moyenne de 380 en 179 apparitions au bâton. Il y a aussi d'anciens joueurs comme Jean-Pierre Roy qui ont joué au niveau professionnel et qui sont décédés. Russell qui a été le premier honoré. Nous voulions lui faire un clin d'œil et vraiment le voir lors de son passage à Montréal avec ses parties hors concours. La LBJEQ qui a justement amorcé sa saison le samedi 7 mai au stade municipal, alors que les Diamants de Québec ont accueilli pour l'occasion les Aigles Plan de Sport de Trois-Rivières. Et comme elle le fait chaque année, la LBJEQ a donc présenté les nouveautés en vue de la campagne à venir. Le plus important changement consiste en l'ajout de 2 équipes de l'Académie de baseball du Canada, en plus des 12 clubs réguliers du circuit et de la présence des ailes du Québec. Une sélection de joueurs étoiles a été aussi instaurée. Le programme de l'ABC va déléguer 2 formations chez les moins de 18 ans et aussi les moins de 17 ans. Et pour ces dernières, la participation aux activités de la Ligue junior les aideront à peaufiner leur préparation en vue de la Coupe Canada. Et tous leurs matchs compteront au classement général. Et le calendrier de la saison passe de 50 à 42 matchs. Chacun des clubs se mesurera donc à 6 reprises aux adversaires de sa section. Ça va créer des rivalités. Il y aura beaucoup moins de voyagements. C'est ce qu'a confié l'entraîneur des Pirates de Laval, notre équipe locale ici, Daniel Brodeur. Et le format des séries éliminatoires sera également transformé. Les parties des premières rondes des séries prendront leur envol le 25 juillet et les 4 premières équipes de chaque section s'affronteront tout d'abord dans des demi-finales de division. Et par la suite, évidemment, il y aura d'autres chapitres qui vont s'en suivre pour les séries. Une seule équipe ne participera pas aux séries. C'est ce qu'a conclu Denis Baillarger pour lancer les hostilités de cette 70e saison de la LBJEQ. Change de secteur sportif maintenant avec donc inscription pour le tennis d'été. Tennis Laval qui est fier d'annoncer qu'elle reprend ses activités au parc Saint-Victor, situé au 650 rue de Beauport dans Duvernay. Et ce parc qui offre 6 terrains à surface synthétique, des activités qui sont aussi offertes au parc Couvrette, situé sur la rue Desjardins, secteur Sainte-Dorothée. On y retrouve 5 terrains en terre battue pour la part de cet endroit et les Lavallois qui pourront profiter de différents programmes de tennis offerts aux enfants et aux adultes de tous les calibres entre les mois de mai et d'octobre. Initiation, développement, élite aussi, cours privés, semi-privés. Il y a également ligue amicale ou compétitive, des tournois, possibilité de réserver vos heures de jeu aussi pour pouvoir profiter de ce sport. Et Tennis Laval, qui est un organisme reconnu par la Ville de Laval, ayant le mandat de développer le tennis sur le territoire lavallois en offrant des activités tout simplement aux citoyens de tous les âges. Alors, à vous de vous manifester auprès de Tennis Laval. Voilà, c'est ce qui conclut les informations TV Laval Nouvelles. C'est toujours un énorme plaisir de vous desservir et de vous mentionner ces titres qui retiennent l'attention de façon hebdomadaire ici dans la grande région de Laval. On travaille fort pour toujours vous tenir au courant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Profitez du beau temps, de la belle température qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines et on se revoit très, très bientôt.